Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette émission Caritas. Aujourd'hui, nous accueillons l'Alliance pour les droits de la vie, une association fondée en 1993, au moment des premières lois bioéthiques en France. Au gré des débats politiques, scientifiques, philosophiques, eh bien, l'Alliance pour les droits de la vie garde le cap, celui du respect de la vie et de l'écoute des personnes qui sont en difficulté. Au menu de ce Caritas, donc, l'écoute avec des témoignages, dont celui d'une femme qui a choisi à 2 reprises l'avortement. Le témoignage également d'Anne-Dauphine de Rosambeau. Bonjour. Bonjour. Mère de 4 enfants, dont 2 petites filles atteintes d'une maladie génétique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et votre témoignage. Il sera également question de prévention d'avortement. Nous en parlerons avec Tugdual Derville, délégué général de l'Alliance pour les droits de la vie, Caroline Roux, secrétaire générale. Par quoi ça passe cette prévention et comment installer des nouveaux comportements. Nous chercherons également des clés justement pour discerner lorsqu'on est confronté aux tests anténatales, au diagnostic préimplantatoire. Ce sont d'ailleurs des pratiques que nous allons peut-être découvrir aussi avec vous et que des couples sont confrontés souvent à ce genre de problématiques. Alors, l'Alliance pour les droits de la vie a entamé cette année, pour la 2e fois, une tournée de 9 villes en France. Pour quelles raisons, Tugdual Derville ? Nous approchons d'abord de la 2e révision des lois de bioéthique qui pourrait avoir lieu au Parlement à partir du mois de juillet. Et puis en même temps, il y a, je dirais, de façon permanente, une actualité bouillonnante sur ces sujets, des premières médicales, des événements judiciaires. Par exemple, en ce moment, il y a l'affaire Perruche est en train de ressortir au travers d'arrêts judiciaires qui nous inquiètent beaucoup, où des médecins sont condamnés pour ne pas avoir dépisté, disent certains, de manière suffisante, tel ou tel handicap, privant les parents de la chance, entre guillemets, d'avorter un enfant porteur d'une anomalie génétique. Donc l'actualité est très très riche. Et puis nous avons aussi cette question permanente, très sensible, je dirais, on peut dire de secret de famille sur les atteintes à la vie en France, sur le sujet si douloureux et difficile de l'avortement. Et sans jeter la pierre à personne, parce qu'on a bien conscience qu'il y a des souffrances intimes qui nous font avancer avec des pincettes sur ces sujets, eh bien, il faut vraiment que ce débat s'ouvre et qu'on regarde ça en face. Et vous en savez quelque chose, vous, Caroline Roux, puisque vous êtes responsable de ce service écoute à l'Alliance pour les droits de la vie, qui reçoit donc des appels, souvent de femmes, parfois d'hommes aussi ? C'est principalement des femmes aujourd'hui, mais il arrive que des hommes appellent, se confient aussi. Et quels sont le genre de témoignages ou quels besoins s'expriment à travers ce service téléphonique ? Alors, nous avons des femmes qui sont... C'est tous les sujets par rapport à la maternité, que ce soit des grossesses imprévues ou difficiles, des deuils pré- et post-nataux, des questions de fausses couches aussi, et puis des annonces de handicap et problèmes d'infertilité. Alors vous le disiez tout à l'heure, Tugdual Derville, il y a une actualité qui est parfois difficile. On le voit aussi à travers les films, les documentaires, les émissions qui cherchent à manifester l'intérêt ou l'attention des médecins ou même des personnes sur l'avortement, dénonçant parfois une difficulté d'accès à l'avortement. Et néanmoins, vous dites-vous, aujourd'hui, les temps sont favorables pour un autre discours. L'opinion est en train de changer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? On peut dire de cette manière, effectivement, qu'on a pu déchanter par rapport à des promesses d'une libération épanouissante pour les femmes, pour les couples, au travers de l'avortement. Les statistiques de l'avortement ont continué d'être très hautes et même d'augmenter considérablement chez les mineurs. Et ça inquiète de manière quasiment unanime tous les pouvoirs publics, les médecins. Grosse 30% de plus en 5 ans d'avortement chez les mineurs, par exemple. Les femmes qui ont vécu l'IVG, on en accompagne certaines travaillent avec nous aussi, disent que c'est pas si simple, que ça peut laisser des grandes souffrances, ça peut ruiner des vies de couple, des vies personnelles. Il y a d'où ce besoin d'écoute aussi. Et donc, il y a quand même une sorte de pression pour que la parole soit libérée sur ces sujets. Et c'est vrai que d'un autre côté, il y a de fortes pressions, je dirais, pour étouffer. Il y a aussi, et ce qui nous inquiète, une persistance des pouvoirs publics à proposer simplement toujours et encore la contraception, alors que le rapport récent de l'Inspection générale des affaires sociales a montré que 72% des femmes qui aujourd'hui vivent l'avortement étaient sous contraception lorsqu'elles se sont retrouvées enceintes. Et donc, pour nous, il y a à la fois... Qu'est-ce que ça signifie pour vous, en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie qu'il y a absolument... ces derniers chiffres... 72% voilà. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce fameux paradoxe contraceptif français. C'est-à-dire que plus on pense maîtriser,
et plus en fait cette maîtrise aboutit à des accidents inéluctables du fait d'une efficacité pratique bien moindre que l'efficacité théorique de ces méthodes. Et de ce fait, les femmes sont de plus en plus contraintes à aller vers l'avortement comme si toute grossesse non programmée, et il y en a énormément chaque année en France, hein, les 2/3 des avortements c'était ce type de grossesse, eh bien ça devait aboutir à l'avortement. Et donc ce qui est notre message aujourd'hui, c'est de dire, et on le dit au pouvoir public en les rencontrant, il y a une place pour la prévention de l'avortement lorsqu'une femme est enceinte sans l'avoir entre guillemets programmées. Et c'est là que justement elles ont besoin d'aide, d'écoute, de soutien, de ne pas avoir des discriminations par exemple professionnelles. Et la HALD, au début de l'année, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité des droits, et la HALD a produit un rapport montrant que les femmes enceintes étaient lourdement discriminées au plan professionnel. Donc tout ça, c'est des combats féministes que nous épousons pour qu'effectivement on ne dise plus que l'avortement c'est le symbole de la libération des femmes. C'est, je dirais, un peu une absurdité qui se révèle au fil des décennies. Oui, mais en même temps, Caroline Roux, la prévention de l'avortement, elle était inscrite dans l'esprit de la loi en 75, cette fameuse loi qui a dépénalisé oui, tout à fait, l'avortement. c'était inscrit et progressivement, ça paraît aller de bon sens. Alors pour quelles raisons vous semblez être relativement isolés, vous et d'autres, à rappeler cette nécessité de faire de la prévention de l'avortement? Je ne suis pas sûre qu'on soit les seuls, hein, et même le gouvernement et les pouvoirs publics aujourd'hui reconnaissent qu'il y a trop d'avortements. Mais c'est le mode de prévention qui est uniquement concentré sur la contraception. Et on voit, et Tugdual le dit, mais nous, dans notre écoute, chaque fois qu'une femme s'adresse à nous, derrière, il y a le sujet de la contraception, qui a été mal prise, qui a été oubliée. Enfin, il est là. Donc ça justifie de faire davantage d'informations sur la contraception? Nous, on se dit, une fois que la grossesse a démarré, il y a encore un type de prévention qui est à faire auprès des femmes, parce que souvent la femme qui découvre sa grossesse, c'est toujours une surprise. Aujourd'hui, ces surprises, c'est plus difficile à accueillir. Parce que quand c'est pas programmé, c'est plus difficile. Enfin, ça fait partie de notre culture aujourd'hui. Et les femmes, nous, on le constate, ont beaucoup plus de pression, en général, de leur conjoint, parce qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord avant. Et pour elles, c'est beaucoup plus difficile à appréhender. Ou bien, on va les laisser seules par rapport à ce choix. Et la peur de rester seules, de ne pas avoir de travail, la peur fait que souvent, elles vont être conduites à se poser la question de l'avortement, là où il y a encore des choses à faire. Et c'est vrai que nous, on les accueille à ce moment-là, et avec une écoute profonde, en écoutant vraiment en profondeur ce qu'elles désirent vivre, on les aide à se faire respecter, notamment de leur entourage. Parce que c'est souvent là, de cet entourage que viennent les pressions, ou bien de l'employeur. À plusieurs reprises, nous, on a vu des personnes, parce qu'elles avaient eu des maternités successives, avoir peur de se faire licencier. Et donc même quelquefois, nous, on apporte de l'aide juridique par rapport à ces situations. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage de Christiane, puisque Christiane, à 2 reprises, à 16 ans et demi et 25 ans, a fait le choix de l'avortement. Aujourd'hui, Christiane est une femme mûre. Vincent Royer l'a rencontrée. Si elle a voulu apparaître à visage caché, de voiler son identité, c'est parce que sa mère n'est pas encore au courant de l'ensemble des choix de vie qu'elle a faits. On regarde. C'était en 1974, à l'époque l'avortement n'était pas légal. J'avais 16 ans et demi et avec mon ami qui avait 18 ans, nous n'avons même pas imaginé garder l'enfant. C'était impensable, on ne pouvait pas en parler à nos parents, ni lui ni moi. Donc c'était une évidence, il fallait que je me fasse avorter. C'était tout le contexte qui faisait que j'avais tellement peur que mes parents l'apprennent. Alors ça, c'était pour moi, c'était ça, la priorité, c'était que ça ne se sache pas. Et j'étais soulagée de ça. J'étais pas soulagée d'avorter, puisque c'était mon bébé pour moi. Hein. Et puis, la vie a continué. Et 9 ans plus tard, je me vois encore assise sur un lit pendant que ma mère rangeait du linge et me dire « Tiens, au fait, quand est-ce que je dois avoir mes règles ?» Et je sors mon agenda. Alors, j'étais très, très bien réglée, très ponctuelle, et je m'aperçois que ça fait au moins 15 jours de retard. Et je dis tout haut « je suis enceinte ». Et ma mère me répond du tac au tac « Va te faire avorter, je ne veux pas que tu vives ce que j'ai vécu ». Ma mère était mère célibataire. Je prends le rendez-vous chez la psychologue, puisqu'alors là, en 9 ans, évidemment, tout avait changé, c'était légal, mais il y avait tout un parcours. Et moi, je me disais que je n'avais pas le droit d'obliger quelqu'un à avoir un enfant dont il ne voulait pas.
Et à partir du moment où j'ai pris le rendez-vous pour me faire avorter, c'est là que j'ai eu cette première crise d'angoisse terrible qui m'a fait très peur, parce qu'en plus j'étais au travail. Et tout d'un coup, j'ai été terrifiée. J'avais envie de me jeter par la fenêtre. Et en même temps, j'avais autant peur de sauter par la fenêtre que de rester dans la pièce. C'est-à-dire que tout m'était insupportable. J'étais mais morte de peur. Et puis donc, je suis allée me faire avorter. J'ai eu l'impression qu'on m'arrachait le ventre et où j'ai pleuré. Et là, la personne, le médecin qui m'a avorté, c'était une femme. Elle me dit d'un ton très sec et pas du tout bienveillant, mais enfin, je ne comprends pas, vous étiez d'accord? Voilà, c'était ça. Bah, vous étiez d'accord, alors enfin, c'est quoi ce cinéma, quoi, en gros? Et donc, je suis rentrée chez moi. Et je suis rentrée aussi avec les angoisses chez moi, c'est-à-dire que pendant à peu près 1 an, n'importe où, n'importe quand, ça me prenait. Et je pouvais très bien être au milieu d'une conversation ou en train de faire mes courses, ou voilà, c'était complètement faux, quoi. Il m'a fallu encore du temps pour pouvoir parler de cette blessure. D'ailleurs, au début, quand j'en parlais, je pleurais. Le fait que ça soit légal, c'est devenu, je dirais pas banal, mais ça a été borné en tout cas. Donc on a un parcours à faire. Et puis voilà quoi, c'est la femme, c'est son droit. Donc c'est un droit, donc à la limite elle devrait dire merci. Hein, donc, et là, on occulte vraiment tout ce qui est du domaine de la souffrance. Alors, en plus, on entend tout un discours qui n'est pas empreint de vérité, c'est-à-dire qu'on va vous parler de tout sauf d'enfants. Voilà les mots extrêmement forts de Christiane. Je me tourne vers vous, Caroline, parce que peut-être vous entendez des propos similaires quand Christiane parle de ces bouffées d'angoisse. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve également chez des femmes que vous avez l'occasion d'entendre? Parce que ce traumatisme post-IVG, il est largement contesté aujourd'hui aussi, Caroline. Alors, le sentiment de peur est souvent exprimé, en fait, voilà, par les femmes, et surtout cette ambivalence qu'elle exprime, c'est-à-dire qu'à la fois, elle se dit qu'elle va avorter, et en même temps, elle veut pas. Et quand elle se retrouve à l'avortement et qu'elle dit non, et j'ai déjà entendu, enfin on a été témoins de femmes qui s'adressent à nous et qui nous disent au dernier moment je n'ai pas voulu, et à un moment le corps médical les prend en main et dit bah, écoutez maintenant vous y êtes, vous y allez, ça c'est extrêmement violent. Et en fait c'est parce que chez la femme enceinte il y a aussi tout un remaniement psychique et physique au début de la grossesse qui fait que la femme peut vivre le début de la grossesse de manière, enfin être fragilisée. D'abord la découverte de la grossesse, c'est pas rien pour une femme, donc à la fois une surprise et puis à la fois se dire bah, je vais devenir mère, et si elle pense à l'avortement, tout ça va beaucoup la remuer en profondeur. Et à un moment où elle aurait besoin d'être sécurisée, protégée, souvent, et on le voit dans le cas de Christiane, elle a personne à côté d'elle, et en plus sa mère qui va projeter sa propre vie sur elle. Ouais, elle dit aussi, à ce moment-là, mon petit ami de l'époque, il ne voulait pas d'enfant, je ne pouvais pas lui imposer à mon conjoint. C'est une question aussi qui revient très souvent. Je ne peux pas imposer un enfant à mon conjoint. Aujourd'hui, derrière un avortement, il y a toujours un homme, et la position de l'homme est extrêmement déterminante sur ce qui va se passer après. Et si l'homme n'est pas là, à côté, en train de soutenir sa compagne, eh bien, elle va se retrouver très seule. Donc, soit elle va trouver les forces en elle-même, et on voit des femmes trouver les forces en elles-mêmes, et après, le conjoint revenir en disant à ce moment-là, je ne me sentais pas devenir père, etc. C'est aussi une affaire d'homme, alors, Tugdual. Oui, ça, effectivement. Ça, je pense que c'est d'ailleurs un des éléments majeurs qu'on essaie de développer dans notre tournée, c'est de dire, voilà, et les hommes dans tout ça. Alors, est-ce qu'on n'est pas, nous, satellisés par la loi, par notre propre comportement un peu lâche qui nous pousse à l'irresponsabilité, et puis aussi au plan psychique, la grossesse, c'est une idée pour nous. Et on voit souvent, moi j'accompagne aussi des femmes et des hommes, et il faut expliquer à l'homme comment la femme le vit
intérieurement, profondément, personnellement, et lui expliquer que ce n'est pas une idée de devenir père, il est déjà dans une situation de paternité. Alors la question c'est comment il vit sa responsabilité. Il y en a qui seraient choqués par vos propos, enfin, et puis aussi d'autres qui considèrent que les femmes qui font ce choix-là, il y en a beaucoup qui le font sans état d'âme, qui disent c'est comme ça. Bon, je crois qu'il y a très peu d'avortements qui soient vraiment anodins. Dans la vie d'une femme, c'est rarement de gaieté de cœur, et même si effectivement il y a une banalisation quantitative, et c'est d'ailleurs c'est pas pour rien que vous voyez un visage qui est à juste titre, qui doit se dissimuler, une sorte de grand secret sur ces secrets de famille, à la fois personnels et général. Mais les hommes en souffrent aussi, peuvent en souffrir. À la fois, bien souvent ils font pression, mais aussi d'autres fois ils se sentent dépossédés de quelque chose de très précieux, quelque chose qui est quelqu'un en fait. Il y a des hommes qui nous ont dit vraiment, par exemple, je ne vais plus en Angleterre parce qu'à l'époque il s'est passé quelque chose là-bas avec ma compagne, et je n'y vais plus parce qu'elle a avorté clandestinement à l'époque en Angleterre. Ou des hommes qui disent aussi, attention, dites aussi qu'il y a des hommes qui sont privés de leur enfant sans avoir leur mot à dire juridiquement. C'est une question paradoxale quand on voit l'assistance médicale à la procréation où l'homme a son mot à dire, et il faut vraiment l'accord des deux. Là, par contre, la femme est seule, et cette solitude, elle est emblématique de notre société. Comment vous l'expliquez? Eh bien, en fait, parce qu'on a fait croire, vous savez, c'est le fameux slogan, je dirais scientifiquement absurde, liberté de disposer de son corps. Ben oui, mais la question plus complexe, c'est qu'il y a un autre qui est là. Et elle le sait bien. Et Simone de Beauvoir disait, l'avortement, il ne faut pas en faire un drame, c'est comme arracher une dent. Eh bien, ça ne tient pas. Le planning familial, encore malheureusement, dit qu'il ne faut pas en faire un drame. Mais nous voyons que ce n'est pas la question d'en faire ou pas. Il faut écouter, je dirais, le cri des femmes. Il faut laisser les larmes, souvent interdites, s'écouler. C'est très important pour la consolation. Et nous nous rendons compte que lorsqu'une femme a la liberté de nous confier son sentiment de gravité, elle peut entrer dans la consolation. Mais lorsqu'elle se sent coupable de pleurer, souvent on a entendu, je n'ai pas le droit de pleurer. Ah bon, vous n'avez pas le droit de pleurer parce que mais qui empêche? Voilà. Eh bien, parce que c'est moi qui l'ai tué, dit-elle. Je n'ai pas le droit de pleurer. Et nous, notre regard sur ces femmes, qui les considérons avec beaucoup de respect et de bienveillance, et à la juste distance, j'espère, comme des mères endeuillées, les restitue dans une posture qui est la leur et les laisse faire tout un chemin après, je dirais, de réconciliation avec elles-mêmes, qui n'est jamais facile, qui est toujours personnel, mais qui leur donne vraiment, je crois, cette chance de pouvoir aller au-delà d'un acte face auquel elles avaient tendance tellement à s'identifier. Moi, j'entends des femmes qui nous disent, donc on l'a entendu ensemble aussi à différents moments, je suis morte avec mon IVG, je l'ai tué, je suis une mère indigne. C'est des choses qu'on n'entend pas publiquement, j'allais dire, qui ne se dit pas même. Il peut y avoir des témoignages, je suis dans les journaux aujourd'hui, c'est justement ce qui est en train de changer. C'est qu'aujourd'hui, les femmes commencent à exprimer cette souffrance. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est que souvent, les femmes n'osent pas l'exprimer parce que, normalement, je me rappelle d'une femme qui nous disait au fond, je ne comprends pas ma mallette parce que cette décision, c'est moi qui l'ai prise. Et moi, j'ai travaillé avec elle en profondeur pour dire d'abord, on peut prendre des décisions et puis après les regretter. Et puis pour qu'elle s'autorise à entendre cette souffrance qui était au fond d'elle. Oui, d'ailleurs, Christiane dit bien, on occulte ce qui est du domaine de la souffrance. Ouais. Et souvent, c'est parce que c'est... mais je trouve qu'aujourd'hui, ça se dit, et d'ailleurs, dans le rapport de l'IGAS, de l'Inspection générale des affaires sociales, il est dit qu'il n'y a pas eu encore d'études sur les répercussions psychologiques de l'avortement, et que sans doute il faudrait en faire une. Donc nous, on a demandé justement au gouvernement d'en faire et d'approfondir ce sujet, parce qu'aujourd'hui, c'est protéger les femmes de reconnaître cette souffrance qu'elles expriment. Et l'Alliance pour les droits de la vie publie ce guide « Je suis enceinte », donc un guide pour les femmes enceintes qui rassemble les informations sur toutes les aides et les aides publiques pour les femmes enceintes. Pour quelles raisons se livrer? Est-ce que ça n'est pas à l'État ou aux collectivités locales de publier ce genre de guide? C'est justement pour rappeler l'État à sa responsabilité. En fait, jusqu'en 2001, le guide qui était remis aux femmes venant consulter en vue d'un éventuel avortement, eh bien, ce guide comportait deux parties. Une partie qui les orientait vers l'avortement, effectivement, et une autre partie qui comprenait toutes ces aides auxquelles des femmes enceintes ou des jeunes mères pouvaient avoir droit. Et brutalement, en 2001, cette partie a été supprimée. Pourquoi? Après un débat législatif. Parce qu'en fait, ceux qui ont obtenu ça et qui considèrent que le fait simplement de proposer ces aides, c'est nier, à leurs yeux, je ne me fais pas leur porte-parole, mais à leurs yeux, c'est nier le droit à l'avortement, puisque c'est laisser entendre qu'il y aurait une alternative, alors que pour eux, une grossesse imprévue, non désirée, difficile, doit s'orienter vers l'avortement. Et donc, nous avons décidé non seulement d'interpeller le gouvernement, de questionner les femmes, et dans un sondage qu'on a fait auprès de 1000 d'entre elles, 83% se disent favorables à ce qu'on remette ces aides dans ce type de guide, et puis sans attendre que le gouvernement le fasse, on fait pression, on rencontre, enfin on explique, on a rencontré le cabinet du ministre de la Santé, on est en train de rencontrer des conseillers généraux, on aura et quel retour vous avez sur cette initiative? Très positif. D'abord, ils ne connaissent pas forcément le sujet, on ne peut pas leur en vouloir. Ils sont stupéfaits de voir que ces aides n'existent pas. Ils sont confrontés... Enfin, que ces informations, ne sont pas disponibles. Qu'elles ne soient pas disponibles, pas regroupées.
Et ils sont stupéfaits et très, très attentifs parce qu'eux-mêmes perçoivent sur le terrain que cette réalité de l'avortement n'est pas apaisée dans notre pays. Elle ne peut pas l'être, évidemment. Qu'on peut pas se satisfaire. D'où le choix parfois du silence, de la discrétion. Sans doute, oui, du silence. C'est un sujet sur lequel nous-mêmes, d'ailleurs, on approche avec prudence. Oui. Alors, on a donc édité ce guide et diffusé là. On le diffuse largement. On pense que les travailleurs sociaux en seront heureux parce que beaucoup d'entre eux ignorent. C'est très complexe, les aides publiques. Donc, dans le dédale des aides, c'est aussi compliqué que certaines déclarations sociales, d'entreprise, etc. Donc, le fait de les avoir, ça va pouvoir aider des femmes aussi à voir que la société, nous-mêmes, mais la société se préoccupe d'autre chose que de l'avortement. Et donc, ça laisse sa chance aussi à un processus où, parce qu'une très jeune femme, par exemple, a droit à des aides, parents isolés, enfin, tout un dédale d'aides. Mais si elle ne les connaît pas, sa panique est encore augmentée par la précarité. Mais le choix de l'avortement, Caroline Roux, est-ce qu'il se fait pour des raisons financières? Parce que dans ces aides, souvent, c'est une aide, un soutien financier. Est-ce que c'est pour des raisons financières? Il n'y a pas uniquement des soutiens financiers. Oui. Ça peut aller plus loin. Il peut y avoir aussi la protection sociale, toute la protection sociale, parce que ça arrive très souvent aujourd'hui avec l'extension du travail des femmes, qu'elles ne se sentent pas protégées au niveau de leur emploi. La question de l'avortement, elle est très large. Aujourd'hui, chaque cas est très, très divers. On peut dire qu'il y a toujours un problème affectif derrière et que la femme risque de se retrouver seule ou du moins elle ne se sent pas de rester avec le père. Donc affectif, ça, toujours. Et il y a aussi de nouveaux problèmes, je dirais, qui sont un peu des normes familiales, qui ont donc là à l'intérieur de couples stables, c'est-à-dire par rapport au nombre d'enfants, 2 voire 3, le 4e peut être en question pour l'avortement, l'espacement des naissances. Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, l'INED, l'Institut national d'études démographiques, dit que les couples souhaitent 3 ans d'espacement. Et moi, j'ai vu à plusieurs reprises des femmes me dire j'attends mon second et ça fait à peine 1 an de différence et on se pose la question de l'avortement. Et par quoi ça passe alors la prévention de l'avortement en tant que telle? Par ce genre d'informations et surtout prendre en compte qu'on peut prévenir l'avortement même quand une grossesse a démarré. Et ça, c'est même quand elle est ce qu'on appelle non désirée, une grossesse non désirée. Alors là, c'est toute l'ambivalence. Voilà. Aujourd'hui, d'ailleurs, le rapport de l'IGA s'appelait prévention des grossesses non désirées. Oui. Et nous, on sait bien qu'il y a beaucoup d'ambivalence entre désiré et non désiré. D'abord, qui peut dire qu'il est né désiré ou pas désiré? Bon. C'est un sujet. Nous contestons que l'INSERM, par exemple, classe les grossesses de cette façon. Et alors ça, grossesse désirée, grossesse non désirée. Moi, j'ai envie de dire, à ce moment-là, où sont ceux qui ne sont pas désirés? Est-ce qu'on pourrait se désigner? Où sont ceux qui sont désirés? C'est pas si simple. Et dans la vie de tous les jours, je pense à un déménagement. On peut désirer un déménagement et le craindre légitimement, parce que ça pose des problèmes. Et une grossesse, c'est exactement la même chose, en beaucoup plus intime et fort. Elle peut être à la fois source d'inquiétude, au point physiologique, personnel, affectif, économique, etc., y compris avec les critères, vous évoquez matériels, de normes quand même, de logement, de transport, de voiture, la vie trépidante en Île-de-France, par exemple, ou dans d'autres régions. Et puis elle peut à la fois désirer, souhaiter. Donc la bascule entre le désir et le non-désir dépend d'événements physiologiques, presque cycliques chez la femme aussi, d'événements familiaux, de contexte extérieur, le regard de l'employeur. D'où la nécessité d'être aidé, soutenu. D'où la nécessité de regarder vraiment chaque situation et d'aider les personnes à exprimer l'ampleur de leurs sentiments, qui sont pas seulement, je dirais, un rejet, ça peut être aussi une espérance et une crainte, les deux à la fois. Et creuser ces sentiments, c'est essentiel. Donc caricaturer les situations, c'est un peu ce que font les statisticiens. J'ai accompagné récemment une femme, elle disait nos 2 premiers enfants ont été voulus. Elle dit bien voulu. Et ce 3e arrive, c'est un accident. Et finalement, moi, j'ai envie qu'on le garde parce que, voilà, c'est sans doute ma dernière grossesse. Elle avait 40 ans. Et son conjoint était extrêmement violent pour dire non, moi, je veux pas, sinon je pars. Donc c'était grave parce qu'elle avait déjà 2 enfants, un 3e. Une situation extrêmement difficile. Et dans ces cas-là, c'est difficile de dire que votre conjoint parte, gardez votre enfant. Oui, mais la femme a besoin d'être respectée aussi dans son intuition maternelle, qu'elle avait déjà avorté, en plus en étant plus jeune, qu'elle puisse être respectée, parce que souvent l'homme peut perdre pied. D'abord, c'est pas lui qui vit la grossesse dans son corps, l'avortement, c'est pas lui qui le vivra, et donc il y a derrière la légalisation une certaine banalisation qui ne montre pas la souffrance que peuvent en vivre les femmes. Donc, je cite le président de l'Alliance pour les droits de la vie, le docteur Xavier Mirabel, qui écrit en conclusion: s'il y avait un seul conseil à donner à une femme enceinte en difficulté, ce serait de ne pas rester isolée. Alors j'aimerais vous entendre sur cette question, Anne-Dauphine, parce que cela vaut pour toutes les situations difficiles, ne pas rester seule et de pouvoir tisser des liens, chercher à comprendre comment ça se passe, ne pas rester seule, isolée.
Bah oui, c'est un peu comme à chaque fois qu'on rencontre une épreuve dans la vie, où c'est sûr que la solitude peut faire peur, enfin, ou peut entraîner de mauvaises décisions, parce que voilà, quand on se sent seul pour affronter une difficulté, c'est toujours plus compliqué. Après, il faut savoir aussi bien s'entourer et ne pas avoir peur justement de chercher les personnes, de choisir les personnes qui pourront bien vous conseiller ou bien vous épauler. Parce que... Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez 4 enfants, dont 2 petites filles qui sont atteintes d'une maladie génétique qui s'appelle la leukodystrophie métachromatique. Donc un nom difficile pour une maladie grave qui s'attaque au système nerveux de la personne. Vous étiez enceinte de votre troisième enfant quand vous avez appris que votre fille, la deuxième, était atteinte de cette maladie. Tout à fait. Le jour de ses 2 ans, j'ai appris que ma petite fille, ma jolie petite fille, qui avait juste un petit problème de pied à mes yeux, était atteinte de cette maladie catastrophique, parce que c'est une maladie génétique dégénérative et qui entraîne la mort d'un enfant dans des délais très brefs. On parle de 2 à 3 ans, 2 à 5 ans, je crois, après le début de la maladie. Et j'étais enceinte de près de 7 mois le jour où j'ai appris cette épouvantable nouvelle. C'est une maladie génétique, donc j'avais un risque sur 4 que mon enfant à venir soit atteint lui aussi. Et j'ai fait le choix de ne pas demander de diagnostic prénatal. Un choix que j'ai fait en quelques secondes, comme un instinct de survie. C'est ça, ce fameux instinct, cette intuition maternelle dont parlait Caroline Roux tout à l'heure. Dans un contexte très particulier pour moi, parce que je venais d'apprendre que ma fille de 2 ans allait mourir. Et je me suis vue avec ce... Voilà, on a quand même demandé avec mon mari si ce diagnostic pouvait être fait dans le but de soigner notre enfant s'il était atteint, ce qui n'est pas le cas parce que c'est une maladie qu'on ne soigne pas aujourd'hui. Non, c'était uniquement dans le but de nous proposer dans un délai le plus bref possible un avortement dit thérapeutique. Et d'instinct avec mon mari, on s'est dit non, c'est pas possible. Enfin, on s'est même pas concerté. Un regard a suffi pour qu'on se dise on vient d'apprendre que notre fille allait mourir. Là, il y a un bébé qui arrive, il y a une vie qui arrive. Bon, et puis il y a aussi... Même s'il faut affronter l'angoisse, la peur, l'annonce du diagnostic. Oui, alors, bien sûr, je pense qu'il y a quand même, peut-être inconsciemment, une protection qui fait qu'on imagine que c'est pas possible. Moi, je suis nulle en maths, mais j'ai jamais fait autant de calculs de ma vie en me disant, j'ai déjà 2 enfants, une atteinte. Si j'ai un risque sur 4, il y a peu de chance. On se réfugie un peu derrière tout ça, mais je crois que dans ce genre de circonstances, il faut avoir un seul courage, c'est celui de fuir. Celui de fuir pour pas se retrouver dans des situations qu'on ne peut pas assumer ensuite et des choix qui deviennent un peu lourds à porter. Et puis il y a ce rapport au médecin qui n'est pas toujours facile, notamment pour vous. Après l'annonce du diagnostic pour votre fille, et donc cette deuxième, une fois que le diagnostic a été établi, le rapport au médecin était plus compliqué. Le rapport au médecin était plus compliqué, dans l'hôpital qui nous a annoncé le diagnostic, parce qu'on a rencontré aussi des médecins très compréhensif et jusqu'au bout. Voilà, une fois qu'on nous avait annoncé une maladie mortelle, on a senti un désintérêt très profond. Pour quelle raison, paradoxalement? Je pense que dans ce service, c'était pas leur principale préoccupation. Il n'y avait rien à faire pour sauver Thaïs. Voilà, donc c'était plus leur priorité en tout cas. Nous, c'était devenu la nôtre, évidemment. On savait que notre petite fille allait avoir une vie courte et on voulait qu'elle ait la vie la plus belle possible, même si elle allait être rapide. Donc c'est vrai que les médecins, surtout je voudrais leur demander de jamais oublier, quand on pose un diagnostic, qu'on parle d'enfant, qu'on parle de vie. Moi j'ai été, une fois, un médecin est venu en disant « Bon alors, où est-ce qu'elle est la leukodystrophie métachromatique ?» Et j'ai trouvé ça terrible, quoi. Ma fille était résumée à un nom de maladie. Et je pense que c'est ça. J'imagine que de leur part, c'est une façon de se protéger aussi, de nier cette vie, ou de moins de ne pas la mettre en avant pour que la décision ou le choix qu'ils vont proposer, enfin qui n'est pas, soit le plus acceptable possible. Alors il y a des médecins qui plaident évidemment pour un meilleur accompagnement, plus humain, une remise en question des pratiques actuelles. Je vous propose justement, Anne-Dauphine, d'écouter l'un d'entre eux, le professeur Emmanuel Sapin. Il est chirurgien en pédiatrie au CHU de Dijon et Frédéric Jakovlev a recueilli son témoignage.
Je suis chirurgien pédiatre et je suis confronté au diagnostic anténatal assez fréquemment. Donc je rencontre souvent des couples dans difficulté, puisqu'en fait on leur a découvert à leur enfant, avant qu'ils ne naissent, des anomalies qui sont parfois graves. Personnellement, en tant que chirurgien de l'enfant, chirurgien d'enfant, je ne propose jamais d'interruption médicale de grossesse. Je pense que ce n'est pas une solution. En fait, je leur dis, voilà ce qu'il en est, je leur dis, voilà le pronostic, voilà la gravité de la situation, et voir un petit peu comment ils peuvent recevoir cette information, réfléchir à tout cela, et eux-mêmes faire la démarche qui leur semble à leur portée face à ce qu'on leur a expliqué. À cet égard, j'ai le souvenir, parce que c'est une histoire que je raconte souvent, parce que ça m'a beaucoup marqué. C'est un enfant qui avait plein de malformations, et quelques-unes avaient été détectées avant la naissance, et en fait, il y en avait d'autres qui ont été découvertes juste à la naissance. Et lui, le père, donc, a très mal supporté cela. S'il avait su, il aurait demandé un avortement. Devant sa femme, il disait ça, qui, elle, ne disait rien du tout, qui était complètement fermée, la pauvre. Mais lui était en souffrance vraiment, hein. Et donc on a commencé, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Et après, au 5e ou 6e organe auquel j'ai essayé de répondre, hein, voilà, on va pouvoir faire ça, on va faire ça, puis là on va faire ça, etc. Il y aura peut-être encore ça comme séquelle. Après je leur dis, bon, si on parlait maintenant, imaginez, bon, il s'appelle, allez, on va dire Benjamin, comme ça on aura prénom. Si on parlait de Benjamin maintenant, à force de parler de ses organes, et à ce moment-là, ils se sont complètement arrêtés, et lui il s'est écroulé. Il s'est aperçu que tout d'un coup, on est en train de parler d'organes et pas de son bébé. On a pu parler de l'un, de l'autre, du bébé, ensemble, et de les aider à assumer cette situation. On peut pas prendre leur place, ça il faut jamais, mais au moins on peut les avoir aidés pour passer ce cap, et pour qu'après, justement, ils puissent construire. On n'a jamais l'enfant qu'on attend. Et heureusement, souvent il est mieux, mais surtout il est différent. Aujourd'hui encore, je trouve que en médecine, il y a trop souvent le sentiment d'échec lorsqu'on ne peut pas faire quelque chose. C'est pas forcément un échec de ne pas pouvoir faire quelque chose, c'est qu'on ne peut pas le faire. Il ne faut pas le ressentir comme si notre orgueil était mis en opposition avec la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas réussir à faire. Et à ce moment-là, faisons travailler le côté humain. Sortant du côté entre guillemets scientifique, or les médecins sont devenus très très scientifiques, et un peu retournons un petit peu à l'humanisme pour voir voilà que derrière il y a une personne et que le simple fait de l'écouter, elle sera peut-être mieux dans sa peau, même si cette peau n'est pas parfaite. Dans cette émission Caritas, nous parlons de ces questions éthiques autour du début de la vie. Nous avons parlé de l'avortement, maintenant donc de ces situations dans lesquelles peuvent se trouver certains couples et certains enfants, des maladies graves. Anne-Dauphine, vous entendez donc le professeur Sapin. J'imagine que ça vous rejoint dans les attentes en tant que mère de famille, hein. Oui, tout à fait. Et surtout, quand on annonce une maladie ou dans le cadre d'un diagnostic prénatal ou une maladie qui est déjà avérée chez un enfant né, on nous parle du pire. Moi, j'ai appris que ma petite fille allait tout perdre, la vue, l'ouïe, la parole. Et on imagine le pire et instinctivement, c'est vrai qu'en tant que parent, on se dit mais je peux pas laisser faire ça, je peux pas. Et il faut de temps en temps un peu parler du bien et surtout du meilleur. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ce que l'enfant n'a pas ou ce que l'enfant va perdre. Il y a aussi cette vie qui est là et auquel on peut faire confiance. C'est pas comme si tout d'un coup on recevait une machine à laver et que finalement la notice était plus compliquée qu'on l'imaginait, qu'on se dit je sais pas faire, je sais pas comment. Il y en a qui rêvent, comme le disait tout à l'heure le professeur Sapin, d'un enfant parfait ou je pense qu'il y a, oui, il y a beaucoup de gens pour qui tout va bien, et heureusement, j'allais dire, non? Oui, bien sûr, heureusement. On souhaite tous que nos enfants aillent bien, mais on ne peut pas nier que parfois ça n'aille pas bien. Il faut aussi se dire qu'on vit dans une société qui vit d'après des critères de bonheur, et que parfois on peut trouver le bonheur autre part que dans ces critères de performance, et qu'un enfant malade, comme le sont mes filles, est un enfant qui est aussi riche qu'un enfant normal comme le sont mes fils. Alors j'aimerais justement qu'on vous entende un peu plus, Anne-Dauphine, parce que certains peuvent être complètement circonspects en découvrant à la fois à travers votre propos l'existence de cette maladie qui a touché vos deux filles, et puis le bonheur dont vous parlez. Comment est-ce que ça peut être compatible? À travers un mot, c'est l'amour. Je pense que c'est ce qui peut résumer tout. Je ne fais pas d'angélisme, c'est vraiment une expérience de mère qui a éprouvé la souffrance à travers beaucoup de ses significations, sauf une. J'ai jamais souffert à cause de mes enfants, j'ai beaucoup souffert avec eux, mais jamais à cause d'eux. Je crois que il y a... Je vais peut-être tenir des propos qui vont choquer, mais en fait, ma fille, elle est comme un bébé. Finalement, un bébé, ça éructe, ça vomit, ça marche pas, ça parle pas, ça braille, Bref, et pourtant, qu'est-ce qu'on les aime? Finalement, ma fille, c'est pas
Pour moi, c'est pas quelque chose de différent. Alors oui, elle ne va pas parler, elle ne va pas forcément progresser comme progresserait un enfant normal, mais qu'est-ce qui va m'empêcher de l'aimer? C'est quelque chose d'ailleurs qui m'est venu assez spontanément quand on m'a décrit dans un autre hôpital exactement ce qui allait se passer pour ma fille. Je me suis tournée vers elle après avoir entendu des choses épouvantables et tout d'un coup j'ai réalisé que tout ça, ça allait pas m'empêcher de l'aimer, ça allait compliquer ma vie, mon quotidien, mais que elle, cette petite personne, cette adorable petite Thaïs, ça n'allait pas m'empêcher de l'aimer. Et le médecin n'avait jamais pensé ça comme ça. Tu veux dire, eh ben, je sais pas si... je me disais, derrière la question... Il y a une question que vous avez posée tout à l'heure, vous disiez enfant parfait. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'enfant parfait. C'est vrai qu'il y a des enfants plus lourdement atteints visiblement que tel ou tel, mais on a tous, je dirais, des gènes imparfaits, des difficultés avec lesquelles on se débat d'ailleurs. Et il n'y a d'ailleurs pas de parents parfaits non plus. Donc j'avais aussi envie de renvoyer la balle. Et on a tendance peut-être, en élevant le niveau de performance, en essayant, et c'est ce qui se passe malheureusement en France, si on globalise, c'est le pays au monde où on sélectionne le plus l'enfant à la naissance. La société est déjà il y a déjà un concours terrible qui est passé à la naissance pour oser donner le jour à ses enfants, qui ensuite en passeront d'autres et d'autres encore éventuellement. Et au fond, il y a une société de la performance qui est extrêmement douloureuse à vivre, qui est angoissante à vivre pour nous. Et même les parents. Elisabeth Badinter, dont je ne partage pas toutes les thèses, s'est mise à dénoncer l'espèce d'exigence de performance qu'on donne aux mères, au point que maintenant, c'est l'enfant roi, les mères parfaites. On est parce qu'on parle plus de performance dans le domaine économique, mais pas forcément dans le domaine de la natalité, de la naissance. Ce qui a changé beaucoup ces dernières années, c'est les contrôles des grossesses, avec le développement de l'échographie, le développement du diagnostic prénatal, et qui s'impose quelque part aux parents. Et des femmes, nous, qu'on accompagne, qui attendaient un enfant il y a 5 ans, et qui en attendent aujourd'hui, disent ça a complètement changé. Aujourd'hui, on nous prescrit beaucoup de choses. Alors, on leur dit qu'elles peuvent refuser, ou alors elles ne le savent pas toujours. Et du coup, elles sont entraînées dans ça. Et beaucoup de femmes nous disent que les grossesses sont devenues très anxiogènes. Et sans qu'elles l'aient voulu, en fait. Et tout ça, quand parfois même ça se passe bien, ça peut oui, tout à fait. générateur d'angoisse. Et alors, on peut aussi, il y a pas mal de pronostics qui sont posés. Et les femmes et les couples, ça les angoisse pas mal, pour finalement avoir des enfants, entre guillemets, normaux. Et, si ça existe. Ça existe. Et, mais lorsqu'il y a une annonce diagnostic, c'est extrêmement violent pour les parents. Parce qu'ils n'ont pas leur bébé dans les bras. Ils n'ont pas leur Thaïs déjà qu'ils ont devant les yeux. Et souvent, ils vont imaginer des choses horribles. Et comme le disait Anne-Dauphine, souvent les médecins vont dire le pire parce qu'ils essayent aussi de se protéger, dans la mesure aujourd'hui où il y a eu pas mal de procès. Donc ils ont peur aussi, il y a une espèce de cercle vicieux. Oui, que les parents considèrent qu'on leur a caché en quelque sorte exactement. Une malformation. Du coup, il y a une surenchère d'annonces qui est difficile à vivre. Et des parents qui ont cette annonce, pour eux, c'est très violent. Et sans rien pour les consoler, en fait. Anne-Dauphine, réaction par rapport, justement, tout à l'heure, vous parliez de thèse, de diagnostic. Alors, on parle de diagnostic prénatal ou de test prénatal. On parle aussi de diagnostic préimplantatoire. Peut-être juste une explication de texte très brève. Oui, le diagnostic prénatal, c'est toutes les recherches d'anomalies de handicap qui sont pendant la grossesse. Le préimplantatoire, c'est après une fécondation in vitro, ce rapprochement des gamètes en laboratoire. Depuis la loi de bioéthique, il est autorisé, dans le cas d'anomalies héréditaires graves, de vérifier, de trier au fond les embryons et de ne réimplanter ensuite chez la mère que ceux qui seraient indemnes du gène déficient de la maladie qui donc ne se déclarera pas. Mais ça se fait au prix de l'élimination au fond des frères ou sœurs qui seraient éventuellement porteurs de cette anomalie. Donc c'est la même chose que le prénatal mais encore plus tôt et en plus en laboratoire, ce qui impose aussi une fécondation in vitro qui pose toutes sortes de problèmes éthiques puisqu'on trie les embryons. Anne-Dauphine, vous avez été confrontée à cette question des médecins, du test ou du diagnostic oui, bien sûr, oui. J'ai été confrontée 2 fois. Et puis, dans le cadre de la maladie dont je suis porteuse, le diagnostic préimplantatoire se pose tout à fait pour cette maladie. Alors après, on peut aussi dépister une maladie puis découvrir autre chose à la naissance d'enfant. Et dans ce cas-là, se dire, et ça, vous n'aviez pas vu, alors du coup, je fais quoi aujourd'hui avec mon bébé qui est pas normal comme vous me l'aviez laissé espérer. C'est aussi ce problème-là. Je crois que c'est toujours délicat, et vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement, et dans ces moments-là, quand on apprend qu'un enfant est malade, moi j'ai pas connu, j'ai juste su que j'avais un potentiel de maladie, on n'a qu'une seule envie, c'est d'être entouré, et il y a cet instinct quand même, instinctivement, personne ne veut la mort de son enfant, personne. Surtout que là, on ne parle pas de grossesse désirée, non désirée, c'est pas le souci. C'est un enfant, l'avortement thérapeutique, c'est très particulier. C'est un avortement qui peut intervenir très tard au cours de la grossesse. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, légalement. On a envie
d'avancer vers cette vie quand même. On a envie de... Il y a cette vie... En même temps, il y a des peurs et des angoisses. Il y a à tel des peurs point, et des la peur de la angoisses. souffrance aussi pour son propre enfant. Enfin, j'imagine que vous avez vécu cela. Moi, j'ai vécu, éprouvé oui, cela. j'ai vécu la souffrance de façon terrible, puisque ma fille a éprouvé des souffrances qui ne sont même pas quantifiables sur l'échelle de la douleur. J'ai pu expérimenter de façon très tangible que les médecins savent aujourd'hui calmer les souffrances et toute forme de souffrance. Hein. Pas les souffrances morales, mais ça, elle a été épargnée de ce genre de souffrance. Il faut aussi leur faire confiance. Il faut faire confiance en la médecine. Il faut lui donner les moyens aussi de pouvoir progresser. On peut avoir peur de la souffrance. Je crois que d'ailleurs la peur est en général le maître mot dans ce genre de situation, dans ce genre de choix, c'est la peur, quoi. Et c'est quelque chose qui est terrible, c'est qu'on prend une décision qui va quand même chambouler une vie parce qu'on a peur. Et on a peur aussi parce qu'on limite juste à la maladie et juste au côté négatif, j'ai envie de dire, de la personne qui va naître, quoi. Je souhaiterais, avant qu'on aille plus loin, Tugdual, qu'on puisse recueillir l'avis de deux spécialistes sur cette question du diagnostic préimplantatoire, sur cette question du test prénatal, avec le professeur Didier Sicard, l'ancien président du Comité consultatif national d'éthique, et puis du professeur Israël Nizan, gynécologue obstétricien au CHU de Strasbourg. Julie Algré les a rencontrés, et sur le DPI, le diagnostic préimplantatoire, le diagnostic prénatal, ils ont des points de vue divergents. À partir du moment où la science dira « mais je peux vous faire pour 200 € ou une cartographie de l'embryon », mais les gens vont se précipiter dessus. Alors les gens diront « mais oui, mais on va regarder uniquement les maladies graves ». Mais les maladies graves, qu'est-ce que ça veut dire? Un cancer du sein génétiquement transmis, oui, en même temps, dans 40 ans, peut-être le cancer du sein, ça sera très facilement guérissable. Et surtout, c'est son sentiment d'une maîtrise en amont. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est une menace pour l'espèce humaine, mais qui me paraît être non seulement une menace éthique, mais une menace même dans sa réalité, parce que au fond, la richesse humaine, c'est sa diversité. Combien de personnes atteintes de maladies graves ont apporté d'éclairage, d'intelligence à l'humanité, et que de faire, au fond, de la finalité d'un embryon un produit débarrassé de tout risque de cancer, etc., me paraît accablant. C'est-à-dire que la procréation assistée, elle est menacée de ce conformisme. Et je l'ai vu d'ailleurs avec un avis récent du Comité national d'éthique qui proposait que lorsqu'on fait un dépistage préimplantatoire, on fasse en même temps la recherche de la trisomie. Moi, j'ai été très réservé sur cette introduction pour la première fois d'une maladie particulière, comme si les enfants trisomiques ne faisaient plus partie de l'humanité, qu'ils étaient à rejeter. Critiquer qu'on ait étendu le DPI, la première grossesse DPI qu'on a obtenue, c'est sur une femme qui avait une myopathie du chêne, et on a réimplanté un enfant qui avait une trisomie 21. Il n'avait pas de myopathie, il avait une trisomie 21. Et on l'avait sous le microscope et on aurait pu voir ça. Mais à l'époque, on n'avait pas le droit de regarder 2 gènes. Donc aujourd'hui, qu'on dit, si déjà vous y êtes à regarder les gènes, pas regarder 15 gènes, parce que ça, c'est pas possible, mais regarder s'il y a 2 chromosomes 21 ou 3 chromosomes 21, ça, on peut le faire. Cette extension ne me paraît pas quelque chose qui mérite attention. En revanche, mérite attention vraiment le diagnostic prénatal, et non pas le diagnostic, le dépistage. C'est-à-dire toutes les femmes sont la cible, toutes les femmes qui sont enceintes sont la cible. Ça me pose question, je le dis très clairement. Quand vous regardez parmi les diagnostics prénatals, combien il y en a qui gardent la grossesse? Fort peu. On est à 96% d'interruption médicale de grossesse en cas de diagnostic de trisomie 21. Donc on est dans un pays qui a déjà des lois qui permettent de choisir les enfants, parmi les enfants à naître, ceux qui vont naître et ceux qui ne vont pas naître.
Alors on entend là, à l'instant 2 points de vue divergents, le professeur Sica, le professeur Nizan, Tuc Dualerville. Réaction. Ils sont quand même d'accord sur une chose, c'est que tous les deux ont une vraie crainte de l'eugénisme et au fond ils disent on est déjà dedans. Et puis d'autres voient, le professeur Mattei dit qu'on est dans l'eugénisme de masse. Et le paradoxe, peut-être il faut en passer par là, c'est qu'il y a un début de prise de conscience et même de prise de conscience extrêmement inquiète et un sentiment de fatalité là-dessus. En disant on va aller de plus en plus loin, de toute façon on ne peut pas l'empêcher. Quand on parle d'eugénisme, ça nous fait penser à l'Allemagne nazie, excusez-moi de le dire, mais ce terme-là nous renvoie à cette réalité. Oui, mais en fait, l'eugénisme, c'est une notion qui est née à la fin du 19e siècle, qui s'est développée avec des ligues eugéniques aux États-Unis, dans les pays démocratiques, où d'ailleurs on stérilisait massivement des personnes handicapées ou des personnes, des délinquants. Et donc il y a vraiment eu tout un courant de pensée très très radical, avec un eugénisme très violent dans les pays démocratiques, dont l'Allemagne nazie a développé un certain nombre de pensées, mais c'est pas du tout... les historiens des sciences, je pense à Pichot, expliquent bien que notre eugénisme d'aujourd'hui a des racines dans les grandes démocraties occidentales du siècle dernier. Et donc il ne s'agit pas forcément de faire cette référence qui est effectivement un repoussoir. Et si la France refuse le mot eugénisme, les grands experts, on en a entendu 2, cautionnent ce mot en disant... Oui. Le professeur Sicard d'ailleurs parle d'eugénisme climatisé, c'est-à-dire comme la climatisation, c'est-à-dire un eugénisme de confort. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il décrit aussi, je l'ai entendu parler de cette somme de décisions individuelles qui va tellement loin dans, entre guillemets, l'éradication, et on a entendu le professeur disant 96%, qu'on peut s'interroger sur la culture qui est la nôtre du rejet des personnes différentes. Et ça nous inquiète beaucoup. Quand on a été auditionné, aussi bien Caroline Roux que Xavier Mirabel, notre président, par l'Assemblée nationale, on a pu, je me souviens, le docteur Mirabel a dit, mais comment ça se fait que tout le monde dise les enfants trisomiques sont gentils, ils sont heureux, et en même temps, on les rejette presque tous quand on peut. Qu'est-ce que ça a comme signification? Notre regard sur celui qui est différent, qui a un visage différent aussi, peut-être ça a du sens. Donc il y a véritablement un réveil des consciences qui s'opère, ça c'est positif, mais par contre, on ne peut pas laisser faire, on ne peut pas aller de plus en plus loin. Alors je dirais, je ne sais pas si ça motiverait certains d'entre nous, mais si on va plus loin, c'est nous qui y passons. On a entendu le cancer du sein prédictif, cancer du côlon prédictif à Strasbourg, on commence à les trier. Donc dans nos gènes imparfaits, il y a un homme atteint de syndrome de Marfan qui a dit qu'il revendiquait l'impureté génétique, au sens où il disait « moi j'ai des gènes qui sont déficients ». Eh bien, j'ai le droit de vivre quand même. C'est la démarche d'Éléonore d'ailleurs. Oui, tout à fait. Cette jeune fille de 24 ans, trisomique, qui a témoigne elle-même, ce qui est magnifique. Des membres du cabinet de Roselyne Bachelot, ministère de la Santé, ça dit quelque chose. Et d'ailleurs, ça touche. Enfin, il y a de l'émotion. Aujourd'hui, je dirais que les meilleurs avocats contre l'eugénisme, c'est les personnes handicapées elles-mêmes. Et l'année dernière, nous avons fait toute une tournée aussi bioéthique et nous avions des personnes handicapées avec nous et qui disaient combien elles étaient attristées et même révoltées de voir des fœtus porteurs du même handicap qu'elles, donc spina bifida ou myopathie, aujourd'hui presque systématiquement Qu'est-ce qui parle? C'est l'émotion, c'est l'affectif. Quand on voit les personnes devant nous... L'émotion, il ne faut pas la nier, parce que dans l'amour, qui est quand même une des clés aussi évoquées par Anne-Dauphine, il y a beaucoup d'émotions naturellement, et puis en même temps il y a la raison. Derrière certaines prises de position de scientifiques, on voit assez souvent une sorte de rapport de force lié à la concurrence internationale, à la pression des familles, mais derrière ça, la réalité scientifique est souvent complètement occultée et oubliée. La réalité scientifique est qu'on peut chercher pour trouver. Quand on élimine une personne parce qu'elle pourrait avoir une maladie dans un certain nombre d'années, qui dit qu'on ne va pas trouver de quoi soulager cette maladie, de quoi soigner? Dans ce domaine, Anne-Dauphine, vous avez un beau témoignage à apporter parce que votre choix, il était unique. Les médecins d'ailleurs l'ont bien noté, mais il a ouvert aussi la voie. Voilà, les médecins l'ont bien noté parce que donc le bébé que j'attendais était malheureusement, c'est une petite fille qui s'appelle Asilis, également atteinte de cette maladie. Et le professeur a eu cette phrase très, très touchante en disant « ça fait des années que j'attends Asilis », parce qu'il avait un traitement à proposer, une tentative de traitement, et qu'il n'avait pas d'enfant pour pouvoir proposer ce traitement-là. Et Asilis, voilà, la vie d'Asilis a changé aussi la vie d'une autre petite fille. Parce qu'un an et demi après, donc ma fille a été greffée, une greffe de moelle osseuse qui a considérablement amélioré sa vie, sans pour autant la guérir. Et près d'un an après, une maman s'est retrouvée dans les mêmes circonstances que nous, enceinte de son 3e enfant, avec un 2e enfant atteint de cette même maladie. Elle a fait le diagnostic prénatal dans le but d'avorter. Son bébé était atteint, elle a décidé d'avorter. Et avant de l'interruption, elle a pris contact avec le médecin qui lui a juste dit « Vous savez, il y a une maman qui a fait ce choix. Elle a donné naissance à une petite fille. Il y a une infime chance qu'elle guérisse. » Et elle a mis du temps, elle a réfléchi et elle a gardé sa petite fille.
Et voilà, et je l'ai rencontrée avec beaucoup d'émotion. Et elle m'a dit, je l'ai senti bouger, c'était la vie. Et il y avait cet infime espoir. Je pense qu'il ne faut jamais oublier cet infime espoir auquel tout parent souhaite s'accrocher. Il y a toujours un infime espoir. Quelles sont les questions que vous renvoyez à la fois aux médecins ou plus largement à nous tous, à la société, à travers l'expérience que vous avez dû vivre et que vous continuez à vivre avec Asilis? J'ai envie de dire que c'est possible d'être heureux. Il faut aussi se donner la possibilité d'être heureux. Malgré l'épreuve. Malgré l'épreuve, oui. Moi, je me suis découverte des forces que je ne soupçonnais pas. Je me suis découverte, j'ai naturellement plutôt une crainte ou un malaise envers les personnes handicapées. Et je me suis découverte des forces et une capacité d'adaptation que je ne soupçonnais pas. J'ai fait confiance aussi à mon enfant dans cette aventure-là, dans sa possibilité de m'apprendre à la comprendre, de m'apprendre à l'aimer et de m'apprendre à vivre avec elle. Et je crois qu'il faut se dire, quand on a un enfant, quand on apprend qu'on a un enfant qui est malade ou qui peut être malade, c'est possible d'être heureux. Caroline, tout à l'heure, vous nous disiez, que vous sentiez que les temps étaient favorables pour libérer la parole, pour une évolution de l'opinion par rapport à ces débuts de la vie, autour de la naissance. Autrement dit, c'est entendre et faire entendre des expériences comme celle qu'Anne-Dauphine et son mari ont vécues. C'est important, tout à fait, de les entendre et de les connaître. C'est aussi un choix, je dirais, politique et social, culturel, de faire reconnaître la différence, la fragilité. Je crois qu'il y a un C'est-à-dire qu'il y a un choix qui doit être opéré, à la fois par les politiques et par nous tous. Tout à fait. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'eugénisme individuel, mais aujourd'hui, il y a une politique d'État de dépistage, notamment de la trisomie 21, qui est remboursée par la Sécurité sociale, qui est systématiquement proposée. Maintenant, on est au test au premier trimestre. Donc là, on voit bien qu'il y a des choix. Et en même temps, il y a de moins en moins, il y a de plus en plus de médecins qui font valoir leur clause de conscience. Il y a des difficultés de trouver des établissements, ce qui n'était pas le cas quand une certaine génération de militants était... Vous voulez dire pour trouver des lieux pour l'avortement, pour faire pratiquer. Aujourd'hui, on peut avorter beaucoup en France. Il y a 220 000 avortements en France, donc on ne peut pas dire qu'il y ait des difficultés. C'est ce qu'on entend. Par contre, oui, c'est ce qu'on entend. Mais par contre, il y a plus de difficultés pour que les femmes soient accompagnées avant, écoutées. Il n'y a plus aujourd'hui d'entretien pré-IVG obligatoire. Et donc souvent, les femmes nous disent, on se retrouve seule. Il n'y a pas vraiment de choix éclairé. Moi, je trouve que c'est ça le plus grand problème. Et vous déployez bien sûr toutes ces thématiques au cours de cette tournée dans 8 villes en France, plus Paris. L'Alliance pour les droits de la vie achève sa tournée donc bioéthique le mercredi 2 juin, juste en un mot. À la mutualité. Mais on aborde ces sujets de la maternité à 20h30, oui, à la mutualité. Et on aborde ces sujets dans leur globalité en essayant de réfléchir en profondeur et puis aussi en écoutant beaucoup de témoins encourageants et qui donnent de l'espoir. Merci beaucoup, Tuc Derville. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le bonheur blessé, aux éditions CLD. Pour en savoir plus, bien sûr, vous pouvez joindre l'Alliance pour les droits de la vie sur son site internet www.adv.org ou au 01 45 23 08 29. Caroline, on y retrouve aussi ce guide pour la femme enceinte pour ceux qui veuillent donc y faire référence. Bien sûr. Tout à fait, on le retrouve, on peut le diffuser largement. Et puis pour ceux qui veulent nous soutenir financièrement, on en a besoin pour développer nos services d'écoute et aussi toute cette diffusion au grand public. Et puis on fait aussi tout un travail auprès des parlementaires et des élus. Donc tout ce travail coûte de l'argent. Merci Caroline Roux pour votre présence. Un grand merci Anne-Dauphine d'avoir été présente et d'avoir le courage à la fois de témoigner et aussi de vivre. Bien sûr, vous retrouvez cette émission sur notre site internet www.ktotv.com. Cette émission fait partie de ces émissions à l'occasion de la journée pour la vie. Un grand merci, à très bientôt.